Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer le système limbique. Système limbique qui est une très importante formation du cerveau. On va essayer d'en découvrir un petit peu le fonctionnement, l'origine et, surtout à quoi ça peut servir. Euh, si en quelques mots on devrait résumer le système limbique, on pourrait parler de ces trois mots suivants: mémoire, émotion, motivation. Autant dire que ce sont des éléments centraux de la psyché humaine et que le système limbique est au cœur de ces éléments-là. Intéressant donc de s'y pencher. On va aborder des notions donc de physiologie, mais aussi à la fin du cours plus de pathologie, voire un petit peu de traitement. C'est un cours que j'ai voulu sur la pathologie et particulièrement sur les encéphalites limbiques, donc les inflammations du cerveau limbique, un petit peu plus difficile, en tout cas avec des notions un peu avancées de pathologie et de traitement. Mais on va voir ça. Donc c'est vrai qu'on parle souvent, pour désigner le système limbique, du cerveau émotionnel. Alors, il ne faut pas le réduire à ça, hein, le système limbique, mais effectivement, on est sur une image qui est assez intéressante pour le décrire. Donc, s'il fallait donner une définition, ça pourrait être la suivante. Il s'agit donc d'un ensemble de structures profondes de l'encéphale, impliquées dans le contrôle des comportements, des émotions, de la motivation et de la mémoire. Donc vous voyez en quoi c'est important d'avoir un système limbique parfaitement bien fonctionnel et efficace, parce que en cas de pathologie, et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard dans les symptômes que l'on va pouvoir retrouver notamment dans les encéphalites, des troubles du comportement, du trouble des émotions, des troubles de la motivation et de la mémoire. Alors vous voyez déjà la difficulté, ou en tout cas la subtilité qu'il va y avoir avec le lobe frontal, en tout cas dans sa partie la plus antérieure, dans les aires préfrontales, qu'on avait vu avec l'atteinte de Phineas Gage, avec sa barre de fer, euh, qui impliquait des troubles du comportement et vraisemblablement aussi des troubles de la motivation, des troubles de l'émotion. On avait vu que Phineas Gage, par contre, n'avait absolument aucun trouble de la mémoire. Donc on va essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir, les différences qu'il peuvent y avoir, et puis les interactions entre le système limbique et le cortex préfrontal. Donc c'est une autre façon de définir un petit peu les choses, mais ça ne fait que préciser à quoi sert le système limbique. Il s'agit d'une interface anatomo-fonctionnelle composée de structures corticales et sous-corticales abondamment reliées entre elles. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous redire ce que c'est que le cortex et le sous-cortex, enfin si, je vais vous refaire l'affront, parce qu'on ne sait jamais. Donc le cortex, c'est la substance grise qui est à la superficie du cerveau, tandis que le sous-cortex, donc toutes les structures dites sous-corticales, se présentent plutôt sous la forme des noyaux gris centraux ou d'autres groupes de neurones, de corps cellulaires qui peuvent se retrouver dans la profondeur du cerveau. Il y en a tout un tas. On pourrait également parler du thalamus ou d'autres encore, hein, mais en tout cas, c'est de la substance grise qui ne se retrouve pas à la surface, qui n'est pas donc corticale, mais bien sous-corticale. Là aussi, un mot, enfin une expression assez importante, c'est le abondamment relié entre elles. Effectivement, il est indispensable pour le bon fonctionnement du système limbique d'avoir des liens, d'avoir tissé des réseaux extrêmement nombreux avec le reste du système nerveux central. On va découvrir pourquoi, hein, mais allez, en premier abord comme ça, il va falloir par exemple, en décrivant une émotion qu'est la peur, il va falloir que le corps réagisse à la peur avec des, des réactions
physiques tels que la pâleur, la tachycardie, ou les jambes qui tremblent, les dents qui claquent. Vous voyez, ce genre de euh, comportements moteurs sont dus à l'émotion, en tout cas sont secondaires à l'émotion, et nécessitent donc d'avoir un réseau entre le système limbique et le système moteur. À quoi il sert ce cerveau émotionnel? À assurer la protection de l'individu et sa survie. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler du domaine de l'instinct dans le système limbique. Il n'y a pas de cognition à proprement parler. Il n'y a pas de choses complexes, en tout cas comme on a l'habitude comme on entend d'habitude ce que c'est qu'une chose complexe, mais reste dans le domaine de l'instinct. Alors, il sert à vivre la motivation alimentaire. C'est vrai que si on n'a pas la motivation pour aller se trouver à manger et manger tout court, ça va être difficile de survivre bien longtemps. L'instinct de sauvegarde, le combat, la fuite, tout ça, c'est des choses qui passent entre les mains du système limbique. La reproduction aussi, évidemment, mais aussi, et c'est là où on a déjà une fonction un petit peu plus complexe qui passe par le système limbique, l'apprentissage et la mémoire, via le circuit de Papez, hein, qu'on a décrit déjà lors de l'étude de la mémoire. Centre de la récompense aussi, important d'avoir des récompenses pour pouvoir continuer à être motivé. Siège d'action, des mécanismes d'action euphorisants, mais aussi des effets addictifs, hein. Vous savez que l'addiction, d'une manière générale, est une stimulation de la récompense par voie chimique. Alors on peut être addict à plein de choses différentes, hein, donc il n'y a pas que la chimie exogène pour faire ça, mais en tout cas la voie finale est une excitation du centre de la récompense dans le système limbique. Il permet, et ça c'est important aussi, enfin, tout est important, hein, mais cette chose-là est importante, il permet une évaluation non consciente et automatique ultra rapide euh, de la perception de chaque action et pensée. Alors ça peut conduire à trois types d'effets sur le reste du cerveau, un effet positif, un effet négatif, un effet neutre. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une évaluation non consciente, automatique et ultra rapide d'une situation, de n'importe quelle situation? C'est important de l'avoir pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et parfois, la réaction doit être très rapide si on veut pouvoir survivre. Donc, typiquement, hein, dans la peur d'un prédateur, lorsque on est en situation de prédation, provoque un effet négatif sur le reste du cerveau. Quand je dis négatif, c'est que il est mis en mémoire comme un danger. La situation qui est en train d'être vécue est mise en mémoire comme un danger. Donc on est plutôt sur du négatif. Mais va permettre d'avoir des réactions extrêmement rapides du système nerveux autonome. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des liens très importants entre le système nerveux végétatif, le système moteur et le cerveau dit émotionnel. Il va y avoir donc une mise en route de mécanismes extrêmement rapides qui vont permettre à l'animal en question, voire à l'humain, hein, en tout cas cet animal-là qui nous intéresse beaucoup, c'est l'humain, va le rendre, va lui permettre un comportement moteur adapté à la situation de manière très rapide, et ce, sans passer par la question philosophique de poser le pour et le contre. Donc c'est en ça que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce cerveau émotionnel, car il permet de faire vraiment de l'évaluation extrêmement rapide de situation.
avec donc cette dernière phrase là, envoie des efférences vers le tronc cérébral, produisant diverses réactions dans notre corps. Maintenant, vous avez bien compris. Alors il y a une discussion qui est menée autour de l'évaluation non consciente, automatique, la prise de décision émotionnelle et la prise de décision dite rationnelle. Euh, il y a qui sous-tend des processus cognitifs plus avancés en termes phylogéniques, mais aussi en termes de prise de décision. Euh, Il y a une opposition quasiment classique pendant beaucoup d'années euh, qui oppose les décisions émotionnelles et les décisions dites réfléchies. Cette opposition-là est largement débattue et il est tout à fait vraisemblable qu'il y ait une nécessité d'intervention de l'émotion dans les prises de décision pour qu'elles soient justement peut-être plus rapides. Une chose qui est intéressante avec ce système limbique, c'est que son étude rentre dans le champ de compétences de beaucoup de sciences différentes. Bien sûr, la neurologie, la physiologie, la neurobiologie, mais aussi la psychologie. Vous voyez, déjà le débat de prise de décision entre émotion et raison, on va dire, et de l'ordre de la psychologie, ou en tout cas de la neuropsychologie, si on peut parler comme ça. On peut aussi se poser des questions sur de type sociologique, de type ethnologique, et puis les sciences dures, entre guillemets, que sont la biochimie ou l'endocrinologie, se penchent également sur l'étude de ce cerveau émotionnel. Alors, on ne va pas faire l'histoire de la découverte du système limbique, mais il faut quand même rappeler que c'est Broca qui, me semble-t-il, le premier, peut-être pas le premier dans les faits, mais me semble-t-il en tout cas que c'est le premier à parler du grand lobe limbique. Donc il décrit, lui, vous savez qu'il avait cette conviction de fonctionnement cérébral en aire fonctionnel, et qu'il décrivait le grand lobe limbique comme l'aire de l'émotion. Et puis James Papez, que j'apprécie particulièrement, vous le savez aussi, lui décrit le système limbique comme assurant la relation entre l'émotion et la mémoire. Et le circuit qui porte son nom est bien la représentation de son idée, qui n'est pas démentie jusqu'à présent. Alors, ça aussi, on a dû déjà en discuter, mais je voudrais vous reparler de ces trois cerveaux distincts qui seraient apparus successivement au cours de l'évolution des espèces. Cerveau reptilien, cerveau paléo-mammalien et néocortex. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça a le mérite d'être schématique et puis de fournir une explication assez correcte au fonctionnement du cerveau. Le cerveau reptilien, on va voir pour les fonctions un peu basiques. Le cerveau paléo-mammalien, un petit peu plus développé, et puis qui se situe au-dessus du cerveau reptilien, au-dessus physiquement, qui est donc le cerveau limbique et qui ferait apparaître les premiers comportements un peu plus complexes. Et puis le néocortex qui est le dernier arrivé sur la scène, si on peut dire les choses comme ça, et qui n'est pas le propre de l'homme, mais en tout cas est une région cérébrale des plus tardives et des plus complexes, qui amène en tout cas de la complexité dans le fonctionnement du cerveau. Alors voilà pourquoi c'est intéressant de les discuter comme ça. Pourquoi ça c'est également
dommage de faire cette distinction parce que justement, il n'y a pas de réelle distinction à faire. Les mécanismes qui se sont surajoutés au-dessus, typiquement du néocortex, ou non, bah voilà, reprenons l'interaction cerveau limbique et cerveau reptilien. Euh, les, euh, les, les mécanismes qui sont mis en place dans le cerveau limbique, dans le système limbique, s'appuient sur les réactions du cerveau reptilien en ont besoin. Elles s'appuient dessus, elles sont même, au final, peut-être même, la finalité. C'est-à-dire que, toujours dans cette histoire de peur et de préparation au corps, à quoi ça sert d'avoir peur si ça ne permet pas au corps de se préparer à la fuite ou au combat ou à je ne sais quoi. Bah, ça ne sert pas à grand chose. C'est bien pour ça que la distinction est un petit peu artificielle. Elle permet de bien fixer les idées pour décrire les choses. C'est un bon modèle de description, mais il faut que vous soyez convaincu qu'il n'y a pas une espèce de hiérarchie entre ces différents cerveaux qui seraient presque indépendants les uns des autres. Non, 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 ils sont profondément imbriqués l'un dans l'autre, les uns dans l'autre, pour un fonctionnement global. Et c'est pareil pour les relations entre néocortex et système limbique. Il y a évidemment des différences qui sont très importantes, mais l'un sans l'autre n'a aucun sens dans le fonctionnement d'un animal qui possède ces structures-là. Bon, une fois que ceci a été dit, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et puis la théorie du cerveau triunique de MacLean est donc intéressante pour faire de la description et de la schématisation. Donc le cerveau reptilien, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, plutôt un cerveau primitif, archaïque, apparu on dit il y a 400 millions d'années, donc ça fait quand même un petit moment. C'est la structure la plus profonde qui assure les mécanismes sensorimoteurs élémentaires et fondamentaux à la survie de l'espèce. Homéostasie, régulation de la respiration, etc. Sommeil, reproduction. Bon. Et il ne permet pas d'avoir une modification comportementale extrêmement importante. Les comportements sont plutôt stéréotypés, préprogrammés et sont de type réponse réflexe immédiate. C'est pourquoi il semble à peu près impossible d'apprivoiser un reptile. Euh, Aller essayer d'apprendre à un crocodile de ne pas vous bouffer, même si vous lui apportez à manger, ça reste compliqué. Il n'y a pas de structure cérébrale tellement développée qui puisse permettre un apprentissage avec renforcement positif, comme c'est le cas pour apprivoiser un animal. Les réponses vont être stéréotypées. Voilà, il y a de la bouffe, on bouffe, quoi, si on a faim. Euh, c'est important d'avoir cette notion tout de même de cerveau reptilien très peu modulable en réalité. La deuxième catégorie du cerveau de MacLean, c'est le cerveau paléo-mammalien. Donc là, c'est le système limbique, apparu avec les premiers mammifères, c'est possible. En tout cas, les données de la science actuelle semblent aller dans ce sens-là. Peut-être que d'autres découvertes vont venir faire mentir cette phrase-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression que c'est apparu avec les premiers mammifères. Et c'est un cerveau qui est dévolu aux principaux comportements instinctifs, soit, mais également les premières formes de mémoire, d'émotion, et rentre en jeu dans les réactions d'alarme et de stress. Donc là, on a des structures ensuite qui sont décrites, les noyaux amygdaliens. Donc ça, c'est quelque chose dont on va reparler plus tard. Donc les noyaux amygdaliens, ce sont les amygdales, tout simplement. Bien évidemment, c'est pas celles qu'on vous enlève
dans la sphère ORL, ce sont des structures cérébrales sous-corticales qui seraient responsables, enfin qui sont responsables de la peur, du sentiment de préservation, en tout cas responsables des comportements qui impliquent cette émotion. Il y en a d'autres hein, donc de ces structures anatomiques. On parle du noyau accumbens, de l'aire tegmentale ventrale, de l'hippocampe, extrêmement important, et des cortex singulaires euh, antérieurs et euh, moyens, et postérieurs aussi d'ailleurs, et des noyaux thalamiques. Bon, euh, à quoi il sert ce cerveau-là? Bon, on l'a déjà bien décrit jusqu'à présent, mais assure l'adaptation des comportements en fonction des souvenirs, assure également la flexibilité en fonction de la balance émotionnelle des stimulus. Alors la flexibilité en fonction de la balance émotionnelle, c'est la balance émotionnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le côté positif, négatif ou neutre. Donc effectivement, il va y avoir une modulation des comportements en fonction de ces éléments-là, et c'est cette flexibilité-là qui est entendue lorsque je dis ça. Et puis le cerveau néo-mammalien, le néocortex, c'est la phase la plus récente de l'évolution. Apparition il y a 3,6 millions d'années chez les australopithèques bipèdes, permet le raisonnement logique, le raisonnement non émotionnel, permet le langage, l'anticipation des actes, la planification, la prévision, les compétences sociales. Bon, vous voyez, tout ça, c'est l'analyse sensorielle fine, c'est ce dont on avait déjà discuté, notamment dans le lobe frontal. Fonction de contrôle inhibiteur sur les deux autres couches. Alors ça, c'est effectivement important, parce que cette supplémentation, cette implémentation de cerveau au-dessus des deux autres couches a un rôle un petit peu inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va avoir au moins en partie une fonction d'inhibition sur les deux niveaux inférieurs. Euh, Effectivement, lorsque on a peur aujourd'hui, toujours pour reprendre cette chose-là, enfin quand on a peur aujourd'hui, quand un humain a peur, il va avoir bien évidemment des réactions corporelles qui sont décrites et puis médiées par le paléo cerveau, enfin le cerveau paléo-mammalien et le cerveau reptilien. Mais la décision qui va arriver après, le comportement qui va arriver après, passe aussi par une part de réflexion, en tout cas de raisonnement logique. Si tous nos comportements étaient encore basés sur les réactions à ces émotions-là, ça serait impossible de faire plein de choses, hein, de passer un examen, on a toujours un petit peu peur, d'aborder quelqu'un qui nous plaît, ça fait un peu peur aussi. Bon, bah, on ferait rien de tout ça, hein, on fuirait ou on combattrait. C'est pas ce qui se passe, donc il y a effectivement cette fonction de contrôle inhibiteur sur les deux autres couches. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Le côté vrai, c'est ce que je viens de vous dire, et le côté pas vrai, c'est que l'inhibition, elle n'est pas totale, évidemment, hein, sinon on pourrait contrôler absolument toutes les émotions, et ce qui n'a pas de sens de dire ça. Grande plasticité, adaptation comportementale et sociale, ça c'est des choses que vous savez déjà, c'est pas la peine de revenir dessus plus en détail. Donc la hiérarchie fonctionnelle, si on prend la théorie de McLean, elle serait de ce type-là, avec le système limbique qui serait une interface, bien vu, entre les fonctions dites supérieures, euh, qui sont plutôt médiées par le néocortex, et les fonctions végétatives et réflexes motrices ou système nerveux autonome, endocrinaux, ou enfin qui met en jeu les systèmes endocrinologiques, ou qui est de l'ordre de l'autonomie des viscères.
De quoi il est composé ce système limbique? Donc on a déjà vu hein, les amygdales, les noyaux amygdaliens, les corps amygdaliens, appelons-les comme on veut, les hippocampes, le gyrus singulaire, donc c'est l'ensemble des cortex singulaires, là, antérieur, moyen et postérieur, le gyrus para-hippocampique, l'hypothalamus, les corps mammillaires et les noyaux antérieurs du thalamus. Donc là, vous voyez sur cette représentation-là, les principaux, puisqu'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas les principaux constituants du système limbique, qui sont représentés là en transparence et qui se trouvent dans la profondeur du cerveau. Ça, vous l'avez bien compris. Cette hiérarchie qui n'est pas fonctionnelle cette fois-ci, mais une hiérarchie dans la position. Le cerveau reptilien est encore plus profond et plus en dessous, puisqu'on s'est quand même développé vers le haut, donc plutôt tronc cérébral si vous voulez. Ensuite, ce système limbique et ensuite le néocortex, qui vient tapisser l'intérieur de la voûte du crâne. Un petit peu de détails. L'amygdale, donc c'est une structure sous-corticale, hein, c'est pas ça n'est pas un élément du cortex, bien que ça soit très en surface, qui se trouve à la partie inféromédiane du lobe temporal. Donc, vous vous rappelez, hein, le lobe temporal, inféromédiane, c'est la partie intérieur, c'est le côté médiane, plutôt sur la ligne médiane, donc plutôt vers l'intérieur, à la partie basse, inféromédiane. Sous le putamen, qui est un noyau gris central, et en avant de la queue du noyau caudé. Donc vous voyez sur une imagerie par résonance magnétique, c'est ici, dans cette région-là, des deux côtés. Et puis, bon là, c'est représenté en bleu sur cette image-là. À quoi ça sert? On a parlé de la peur, c'est vrai que amygdale et peur, il faut que ça soit clair pour vous, ce sont des noyaux qui sont responsables de cette émotion-là et du comportement qui va avec, par identification d'un danger. Il y a des projections de ce noyau-là sur l'hypothalamus et le tronc cérébral. Ces projections-là qui contribuent à la réponse corporelle aux réactions émotionnelles, donc augmentation de la pression sanguine, tachycardie, tachypnée, ça on plus sur le tronc cérébral, et du côté hypothalamus, on est plus sur la modification des hormones qui sont relarguées dans le sang circulant. Ça, je ne sais pas si vous avez cette notion claire, mais hypothalamus et système endocrinien sont très liés en fait. L'hypothalamus fait partie de la régulation, c'est même le niveau supérieur de la régulation du système hormonal. Donc vous voyez des projections des noyaux amygdaliens vers le tronc cérébral pour les réponses corporelles dites immédiates, augmentation de la pression sanguine, tachycardie, tachypnée, etc. Et puis sur l'hypothalamus pour des choses un peu plus chroniques, ou en tout cas de moyen long terme. Et puis des projections aussi sur le cortex entorhinal et l'hippocampe qui jouent un rôle important dans l'apprentissage, la mémorisation et la gestion des émotions. Effectivement, hippocampe, cortex entorhinal sont des hauts lieux de la mémoire et l'apprentissage par l'émotion est un apprentissage fort. C'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre, mais effectivement, on retient mieux les choses qui ont été apprises sous la forme, ou en tout cas accompagnées d'une émotion forte. Typiquement, je raconte toujours la même chose, hein, je radote, mais on se souvient assez facilement du premier baiser, parce qu'il a une composante émotionnelle assez forte. Alors attention, il peut y avoir des émotions tellement fortes que la mémorisation consciente en tout cas ne fonctionne pas particulièrement bien. Et là on est par exemple dans l'ordre du traumatisme. Et puis comme ce qu'on appelle le déni, vous savez, hein, de ne pas se rappeler consciemment d'un événement traumatisant. C'est cette interaction qu'il y a entre l'amygdale, l'hippocampe, le cortex entorhinal qui provoque ce genre de choses.
Le noyau accumbens, lui, est bien différent. Alors, il fait partie du système mésocortico-limbique les principaux neurotransmetteurs qui se trimballent dans cette entité-là sont la dopamine et la sérotonine. C'est bien différent puisque lui, il est responsable enfin en tout cas, il fait partie euh, du fonctionnement du système de récompense et du système d'addiction. Donc là, on est plus sur une interface entre la motivation et l'action. Effectivement, quoi de mieux pour motiver quelqu'un d'avoir une récompense. Mais ce qui va de soi comme ça en le disant est plus complexe que ça, puisque la récompense et la motivation sont intimement liées lorsque on fait du sport, par exemple. On va travailler son coup droit au tennis ou son petit swing au golf. Alors je fais ni l'un ni l'autre, hein, mais c'est des exemples que je prends comme ça, avec une récompense d'amélioration de son niveau. Ou alors pour ceux qui font du bodybuilding, là, ils ont une récompense d'avoir des muscles qui sont démesurément gros. Euh, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire à raconter mes bêtises. Non, cette interface entre motivation et action est également beaucoup plus profonde que ça, avec euh, des, euh, des motivations d'ordre alimentaire l'action qui est d'aller chercher à manger, des motivations en termes de comportement de reproduction l'action de reproduction. Vous voyez, c'est plus intimement lié à la survie et à la reproduction de l'espèce, qui sont les principes euh, relativement robustes et solides de propagation des espèces dans les générations. Euh, et puis, vous voyez aussi, récompense et addiction, comme c'est intimement lié, parce que là, tout à l'heure, je parlais du bodybuilder, par exemple. Il y a quand même une possibilité de devenir addict, dépendant à cette forme de récompense qui est d'avoir un corps de statut grec. Il y a bon nombre d'addictions qui sont expliquées par cette activation du noyau accumbens dans le système limbique. Et contrairement tout à l'heure à l'amygdale qui avait des liens avec le tronc cérébral l'hippocampe, le cortex entorhinal, là, les liens vont être majoritaires avec les noyaux gris centraux, avec les planifications de mouvement, avec le raisonnement. Donc, 1982, Wiles nous dit toutes les récompenses, qu'elles soient naturelles ou artificielles, ont une action commune d'augmenter l'activité dopaminergique dans le noyau accumbens. Donc, vous voyez que c'est ici que ça se passe, que c'est dans cette structure-là que le déversement de dopamine va stimuler pour provoquer cette sensation de récompense et de bien-être après avoir réalisé ce qu'il y avait à réaliser. L'hippocampe, donc structure qui fait partie du système limbique et qui est également très médiane, très à l'intérieur. Vous voyez là sur une coupe coronale, donc quand on coupe dans ce sens-là, on a l'hippocampe qui se retrouve vraiment le plus à l'intérieur possible du lobe temporal. Donc ça, c'était pour sa disposition, et puis on l'appelle hippocampe parce que justement sur cette coupe-là, il a un peu une forme d'hippocampe. Il faut bien donner des noms. Euh, on aurait pu appeler ça n'importe comment, mais ça a été retenu hippocampe sur cette coupe anatomique. Donc là, une diapositive qui nous explique, ou en tout cas qui résume en quelques mots les fonctions de l'hippocampe.
Et puis, on prend tout de suite le carré là à droite avec mémoire contextualisée épisodique et mémoire décontextualisée sémantique. Vous voyez, on est donc au sein du circuit de Papez, hein, avec les interactions entre les différents cortex associatifs et les cortex qui rentrent en jeu dans la formation de la mémoire, donc entorhinale, péririnale, parahippocampique. Vous voyez que la formation hippocampique, elle est davantage spécialisée dans la mémoire contextualisée épisodique. Et ça, on va le retrouver en pathologie, notamment dans la maladie d'Alzheimer, où un malade d'Alzheimer va avoir une atteinte qui va être préférentiellement, initialement en tout cas, sur la mémoire épisodique, avant de toucher la mémoire sémantique. C'est-à-dire que la mémoire sémantique, c'est vous savez ce que c'est qu'une grenouille. Si je vous dis, c'est un test, hein, c'est un test neuropsychologique qui est connu. Si je vous dis un batracien qui rôde autour des marais, qui croasse, qui est vert, marron, enfin après il y en a qui sont de plein de couleurs différentes. Bon, vous allez savoir que c'est une grenouille. Mais ça, c'est de la mémoire sémantique décontextualisée qui n'est pas médiée, en tout cas qui n'est pas formée initialement par l'hippocampe. Donc, bon, c'est essentiellement ça qu'on va retenir sur cette diapositive. Le reste est peut-être un petit peu plus compliqué. Et je préfère passer et garder cette idée de la mémoire épisodique, contextualisée et de l'hippocampe. Le gyrus singulaire, donc c'est cette dernière partie qu'on va décrire de manière un peu détaillée, mais on reste quand même très généraliste, hein, je vous rassure. Donc le gyrus singulaire, c'est cette formation un petit peu en ceinture. Cingulum, ça veut dire ceinture en latin, donc qui tourne autour du corps calleux, qui est représenté ici en gris là. Bon, ici là, c'est même carrément marqué. Et plusieurs parties. Donc, je vous ai déjà parlé du singulaire antérieur, du singulaire moyen, du singulaire postérieur. Il y a aussi, c'est vrai, le rétrospinal qui, lui, s'occupe davantage des informations visuospatiales. C'est assez facile à s'en rappeler pour ce cortex singulaire. Le rétrospinal, c'est le plus postérieur, qui est le plus près du cortex occipital, qui, lui, est plutôt visuel. Donc pour vous rappeler de ça, le rétrospinal c'est le visuospatial. Mais ceux qui sont intéressants pour nous là particulièrement, c'est le singulaire antérieur et le singulaire postérieur, avec le rôle dans les états affectifs de l'antérieur et puis la fonction importante de la mémoire dans la mémoire du cortex singulaire postérieur. D'une manière générale, ce gyrus-là, donc cet ensemble-là, a un rôle dans l'expression des émotions et dans le codage des souvenirs, et il fait partie, évidemment, du circuit de Papez. Oui, le thalamus, effectivement, j'ai oublié quand même cette partie-là à décrire de manière un peu précise, un peu plus précise. Donc il fait partie du diencéphale, bilatéral et symétrique autour du troisième ventricule. D'ailleurs, la paroi interne du thalamus forme la paroi du troisième ventricule, tout simplement. Il est, lui, c'est ce que j'appelle un peu une garde-tri, c'est le relais de l'ensemble des informations sensorielles. Alors c'est pas un simple relais, hein, c'est pas juste un passage, c'est un noyau qui est capable d'intégration, donc de prendre plusieurs informations sensorielles et puis d'en sortir une autre information. Et il reçoit donc des afférences des récepteurs sensoriels. Avec les voies de la sensibilité que vous connaissez, on ne va pas revenir dessus. Et puis il envoie des efférences un petit peu partout, dans le cortex, dans le cervelet, dans les noyaux gris centraux. Donc c'est une pièce tout à fait centrale du fonctionnement cérébral qui, en cas de lésion, peut être
catastrophiques, hein. On peut avoir des troubles sensitifs au moteur aussi. On peut avoir des syndromes algiques dus à une lésion du thalamus, des syndromes de négligence, des troubles phasiques, des troubles de la conscience. Vous voyez, c'est une structure assez centrale qui participe à la régulation de beaucoup de fonctions, notamment attention, vigilance, douleur et sommeil aussi. L'hypothalamus, donc on en a dit deux mots tout à l'heure, c'est cette structure, alors non pas encadrée là, qui est l'épiphyse, hein, la glande pinéale, mais qui est plutôt ici, et qui s'appelle hypothalamus parce qu'il est sous le thalamus, hein, tout simplement. C'est juste une description anatomique, il n'y a pas de lien particulier entre thalamus et hypothalamus. Enfin, il y en a évidemment, mais c'est pas à cause de ce lien-là qu'on l'a appelé hypothalamus, c'est juste parce qu'il se retrouve en dessous du thalamus. Donc cet hypothalamus est le principal lien entre le système nerveux et le système hormonal, endocrinien, par le biais de l'hypophyse. Ça, vous le savez, c'est l'hypophyse qui fait l'étape d'après l'hypothalamus dans la gestion des hormones. Cerveau végétatif, entre parenthèses, entre guillemets, expression physique des émotions. Donc l'intégration des stimulus périphériques va avoir lieu dans ce hypothalamus et il va y avoir en réaction une synthèse d'hormones, de neurohormones, avant de pouvoir moduler la sécrétion des hormones hypophysaires. Il régule les grandes fonctions corporelles comportementales, de type thermorégulation, de type faim, de type rythme circadien, de type reproduction. Les corps mammillaires, qui sont également assez connus et reconnus, surtout en pathologie pour le coup, dans le système limbique, qui font partie du circuit de Papez, que vous revoyez là sous la forme d'un schéma simplifié. Et cette formation de corps mammillaire est, elle, à l'interface entre l'hippocampe, l'hypothalamus. Donc, vous voyez comment toutes ces briques-là, justement, précisément, s'imbriquent pour former ce système limbique, ce grand lobe limbique, comme l'appelait Paul Broca. Donc cette formation, les corps mammillaires, a un rôle dans la mémoire épisodique et dans l'intégration des informations récentes. On va avoir un archétype d'atteinte qui est le syndrome de Korsakoff. Allez, on continue avec les émotions et quelques rappels de physiologie. Donc l'émotion est une notion bien évidemment complexe qui comporte un aspect mental, un aspect physique, on l'a bien compris, une sensation plus ou moins nette de plaisir ou de déplaisir. Alors, il ne faut pas confondre avec le sentiment. C'est plus flou l'émotion que le sentiment. Il y a des manifestations donc, cérébrales et végétatives et on les définit comme étant positives ou négatives. L'expérience de l'émotion est plutôt subjective, ce qui est différent du sentiment et qui rend difficile l'étude objective d'une émotion. On a ces 6 émotions de base là, qui ont été décrites par Paul Ekman, donc tristesse, joie, colère, dégoût, peur et surprise, qui empruntent des circuits du système limbique très solides. J'entends par là très génétiquement déterminés et qui sont très reproductibles d'une personne à l'autre, et même, on le sait, c'est là-dessus que Paul Ekman avait fait son étude, d'un peuple à l'autre, il n'y a pas de différence d'interprétation entre des visages de tristesse, de colère, de surprise, selon toute vraisemblabilité.
entre les différents peuples qui habitent la planète. Donc on est à peu près certain que ces émotions de base sont génétiquement déterminées et sont robustes, et que c'est à partir de celles-là que vont se moduler les émotions que on va pouvoir construire un petit peu plus compliquées que ça. Donc l'amygdale, on rappelle encore, mais cette fois-ci vous le savez parfaitement bien, centre d'identification du danger, qui a une voie courte, directe et sous-corticale, dite réflexe, qui va permettre d'avoir des comportements moteurs et des comportements végétatifs très rapides, et une voie plus longue qui va faire intervenir le néocortex et qui va permettre de moduler, si vous voulez, cette émotion, afin également de pouvoir en donner toutes les subtilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de la même façon de telle ou telle chose, et bien heureusement. Donc la peur peut être innée. Visiblement, il n'y en a pas beaucoup des peurs innées, ou plutôt acquises. Donc là, on est plus dans quelque chose de très contextuel. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'en cas de lésion des deux amygdales, on présente des symptômes avec disparition de la sensation de peur, mais pas que. On est aussi devant des symptômes de type anédonie, donc impossibilité à ressentir du plaisir, indifférence affective, donc vous voyez que on arrive devant des comportements qui sont complètement abîmés, on va dire. Apathie, c'est une structure cérébrale qui est extrêmement importante pour un bon fonctionnement global. Concernant la mémoire, donc c'est un processus qui permet de conserver et d'évoquer des états affectifs, des informations acquises, des impressions enregistrées qui influencent le comportement. C'est une fonction mentale, intelligente, qui permet, et ça les trois mots qui sont importants à retenir: encoder, stocker et restituer des informations. Bon. En tout cas pour la mémoire déclarative. Permet de tirer parti des expériences passées pour résoudre des problèmes présents. Donc une organisation multisystème, il n'y a pas que le système limbique, il n'y a pas que l'hippocampe, il n'y a pas que l'amygdale, il y a aussi plein d'autres choses, notamment du cortex frontal et préfrontal. On fait le distinguo entre mémoire à court terme et mémoire de travail et mémoire à long terme. On fait un autre distinguo, mémoire déclarative et mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale, c'est la mémoire des savoir-faire. Et puis dans la mémoire déclarative, une petite sous-classification d'une mémoire épisodique et d'une mémoire sémantique. Donc tout ça, c'est des choses que vous savez, c'est qu'un bref rappel. Quand on parle de mémoire, on est quasiment obligé, couteau sous la gorge, de parler de Henri Molaison. Donc celui-là aussi, vous le connaissez, ce patient-là. C'était un patient jeune, à l'époque il avait 27 ans quand il a été lobectomisé de manière bilatérale de la région temporale interne en raison d'une épilepsie réfractaire. Donc il a été plus ou moins guéri de son épilepsie, mais par contre il a développé des troubles de la mémoire extrêmement importants qui étaient massifs sur la mémoire antérograde, donc des oublis à mesure en fait. Il était incapable de se rappeler des 5 dernières minutes et donc de construire des nouveaux souvenirs, tandis que ce qui était de mémoire épisodique et sémantique, mémoire épisodique et sémantique était atteinte. Par contre, la mémoire procédurale et la mémoire de travail étaient conservées. Donc on comprend bien que le lobe temporal interne ne participe que peu à ce type de mémoire procédurale. Donc on va rentrer dans la partie des syndromes pathologiques et on va regarder un petit peu
rapidement les syndromes suivants de Kluver-Bucy et de Korsakoff. On va s'attarder un peu sur les encéphalites limbiques et puis on va reparler rapidement des épilepsies temporales et puis des crises amygdaliennes, mais c'est très rapide. Donc Kluver-Bucy, c'est un syndrome qui survient lorsqu'on a une atteinte bilatérale temporale qui touche l'amygdale et l'hippocampe. Souvent le fait d'une encéphalite herpétique, qui est un grand classique du syndrome, enfin une étiologie classique du syndrome de Kluver-Bucy. Et on va avoir un ensemble de manifestations qu'on va décrire juste après. Donc, notamment en termes de comportement, de se priver d'amygdale et d'hippocampe va entraîner des comportements de type boulimie, d'hyperoralité. Il va y avoir un émoussement affectif également, une apathie, une disparition de la peur, hein, ça c'est typique de l'amygdale, et qui va mener à des conduites à risque. Il va y avoir effectivement, bien sûr, des troubles de la mémoire, une prosopagnosie, donc une difficulté, voire impossibilité à reconnaître les visages, et un comportement d'hypersexualité. Donc là, les quatre images qui sont sur la diapo correspondent à un chat, à une expérience. C'est un chat à qui on a provoqué un Kluver-Bucy chirurgicalement, et qui, vous voyez, hein, présente une hypersexualité, puisque quel que soit l'animal qu'il rencontre, donc poule, singe, chien ou chat, il va tenter de se reproduire avec. Le syndrome de Korsakoff, donc celui-là, je vous en ai parlé lorsqu'on a abordé les corps mammillaires. Lui a une symptomatologie centrée autour de la mémoire antérograde. Donc il va y avoir une amnésie antérograde qui va être complètement va complètement dominer le tableau, avec un oubli à mesure, un peu comme Henri Molaison, et une désorientation temporo-spatiale. On a aussi dans le syndrome de Korsakoff une amnésie rétrograde plus ou moins importante, conservation des souvenirs anciens tout de même, mais les faits les plus récents, on va dire, dans la mémoire ancienne, et peuvent être atteints. Il y a une anosognosie, ça c'est un élément important, c'est qu'il y a une complète non-reconnaissance des troubles, hein, le patient ne se rend absolument pas compte de sa situation. Et puis ce qui fait un petit peu le côté cocasse du syndrome de Korsakoff, si on peut dire, c'est l'apparition de fausses reconnaissances et de fabulation, avec ce qui se trouve autour de lui. À ce moment-là, dans son champ visuel, le patient va souvent inventer une histoire qui n'a ni queue ni tête pour répondre à vos questions. Pas d'atteinte des autres fonctions supérieures, donc tout ce qui est langage, praxis, etc. Il n'y a pas d'atteinte particulière. Et on a du coup deux aphorismes comme ça. Le malade raisonne judicieusement, mais oublie au bout de quelques minutes ce qui vient de se passer. Ça, c'est la description qu'en avait fait Sergueï Korsakoff initialement. Et puis, il disait également qu'il y avait un respect des connaissances didactiques et de l'intelligence, préservation de la mémoire à court terme et de la mémoire implicite. Alors, à court terme, ça ne veut pas dire la mémoire immédiate, hein. C'est relativement court terme. Celle-ci, donc, ce syndrome est dû à des lésions bilatérales des corps mammillaires, une destruction donc du circuit hippocampo-mammillo-thalamique et singulaire d'ailleurs, qui est le circuit de Papez. Et on a une déconnexion entre guillemets, hein, du lobe temporal interne avec le reste du cerveau. Le pourquoi de ce syndrome est la plupart du temps sur une carence profonde et prolongée en vitamine B1, sur un alcoolisme chronique ou une dénutrition, évidemment. On peut avoir également des syndromes de Korsakoff sur des séquelles d'encéphalite limbique, un peu comme le syndrome de Kluver-Bucy, mais on peut aussi avoir des AVC, hein, des deux artères cérébrales postérieures, une tumeur temporale bilatérale. Bon, il peut y avoir plein d'explications différentes, mais en termes d'argument de fréquence, la carence profonde en B1, c'est le plus grand pourvoyeur de syndrome de Korsakoff. Comment on prend en charge un syndrome de Korsakoff? C'est essentiellement une prise en charge préventive, puisqu'une fois que les dégâts sont faits, c'est difficile de revenir en arrière. Sur les
le syndrome de Korsakoff qui sont dus à des déficits antiamines, des carences en B1, sont précédés d'une encéphalopathie de Guy-Wernicke, donc qui est un tableau neurologique un peu différent, enfin complètement différent, hein, avec des troubles, une désorientation temporospatiale aussi, mais des troubles oculomoteurs qui s'associent. Enfin, il n'y a pas d'amnésie antérograde aussi franche. Il faut considérer ça comme une urgence et le traitement est assez simple malgré tout. C'est de la supplémentation en vitamines, en B1, donc en thiamine. Il y a une régression qui se fait lentement, progressivement, souvent incomplète. Il y a très souvent des séquelles sévères euh, et des troubles du comportement qui se fixent chez ces patients-là. Les encéphalites limbiques, donc là on est vraiment au cœur de la pathologie du système limbique, puisqu'on a décrit tout un tas de pathologies sous ce terme-là. Donc d'une manière globale, ce sont des inflammations qui vont qui vont apparaître sur un mode aigu à subaigu. C'est pas quelque chose de chronique. Entendez ça comme ça. Et puis il y a tout un tas de symptômes qui comprennent des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, des crises d'épilepsie, des troubles du comportement. Et tout ça est secondaire à une atteinte des structures limbiques qui peuvent être d'origine métabolique, toxique, infectieuse, carentielle. Il y a plein d'étiologies différentes et celles sur lesquelles on va s'attarder vont être plutôt sur les encéphalites inflammatoires médiées par des anticorps. Donc là, on est sur un groupe de maladies auto-immunes inflammatoires, donc médiées par une inflammation. Il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de carence. C'est plutôt une réaction inflammatoire qui se fait suite à une production d'anticorps anormale par le système immunitaire qui se retourne contre le système limbique. Donc les symptômes neuropsychiatriques sont nombreux. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de troubles de la mémoire, de crise d'épilepsie, mais il y a aussi parfois des psychoses, hein, carrément, des troubles de la conscience. Les fameux anticorps sont, eux, dirigés soit contre des protéines de surface des neurones qui constituent le système limbique, soit sur des protéines plutôt internes aux neurones. Donc les protéines de surface, typiquement, sont des canaux ioniques, des récepteurs transmembranaires. Vous connaissez cette entité qui traverse le neurone et qui font circuler les ions entre l'extérieur et l'intérieur du neurone. Ce qui est important aussi dans ces maladies, dans ces encéphalites limbiques, c'est qu'il n'y a pas de symptomatologie autre que neuropsychiatrique. Ça fait la différence avec les autres maladies auto-immunes qui ont une atteinte neurologique. Il y en a certaines, notamment le lupus, hein, par exemple. Il y en a d'autres, hein, le syndrome de Sjögren, enfin, peu importe. Mais en tout cas, dans les maladies inflammatoires médiées par les anticorps antineuronaux, antineuropiles, et qui provoquent des encéphalites limbiques, il n'y a pas d'atteinte, je ne sais pas moi, hépatique, rénale, de la peau, etc. Et ce qui est étonnant, et justement ce qui fait l'intérêt de savoir repérer ces maladies et les traiter rapidement, c'est que malgré la sévérité des symptômes initiaux, on peut parfois avoir un pronostic excellent et une récupération quasiment ad integrum de la cognition, de tous les symptômes neuropsychiatriques qui ont été au devant de la scène. Donc ces encéphalites sont associés à des anticorps dirigés contre des antigènes de surface, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi des antigènes intracellulaires qui sont plus rares, non, qui sont de moins bons pronostics et qui sont dus à d'autres choses, mais on va détailler ça. Alors combien il y a l'épidémiologie, combien on rencontre de patients comme ça? On en rencontre entre 5 à 8 pour 100 000 personnes. Donc c'est une maladie rare, mais qui est quand même pas exceptionnelle, puisque vous voyez, hein, 100 000 personnes, 5 à 8 cas. Si on regarde sur l'île de la Réunion, où allez, on part sur 1 million de personnes pour faire simple, il y a entre 50 et 80 personnes à la Réunion qui ont une encéphalite limbique.
Euh, Ce qui est marquant, c'est que dans près de la moitié des cas, on ne retrouve pas de cause. Donc on traite, mais on n'a pas de maladie particulière retrouvée en dessous. Et dans le spectre de ces encéphalites, donc dans toutes les encéphalites auto-immunes médiées par les anticorps que l'on peut retrouver, on en retrouve une plus particulièrement, c'est l'encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur. Donc c'est un récepteur transmembranaire qui se retrouve en nombre important dans le système limbique et qui est souvent la cible des anticorps des encéphalites limbiques auto-immunes. Donc on le retrouve assez fréquemment chez les patients jeunes. Un autre type d'anticorps qu'on retrouve assez fréquemment, on va dire, alors là c'est beaucoup moins fréquent, hein, parce qu'on est à moins d'un cas par million, c'est l'anticorps anti-LGI1. Donc c'est pareil, LGI1 c'est ça, hein, c'est Leucine-Rich Glioma Inactivated 1, mais c'est une composante du VGKC. Donc VGKC, vous savez, hein, c'est ce canaux voltage dépendant, canal potassique. Et donc les travaux sur les encéphalites paranéoplasiques ont permis d'avancer sur les auto-immunes primaires, parce que ces fameux anticorps qui sont dirigés contre des protéines à l'intérieur du neurone sont plutôt dus à des syndromes paranéoplasiques. Donc patient qui développe un cancer, et ce cancer va lui-même favoriser la survenue d'anticorps un peu particuliers. Comme je vous ai dit, ils attaquent plutôt l'intérieur de la cellule et sont plus destructeurs. Mais on va voir ça sur cette diapo, justement, où l'on voit sur la colonne de gauche les encéphalites qui sont associés à des antigènes de surface, donc plutôt ces canaux transmembranaires, et puis à droite, sur la colonne de droite, plutôt les antigènes intracellulaires. Donc vous voyez sur l'image du haut, hein, les autres c'est des marquages d'immunofluorescence ou de l'anatomopathologie, mais ça c'est pas, c'est un peu plus compliqué à expliquer, et puis c'est pas tellement l'objet. Mais sur les deux images du haut, vous voyez en haut à gauche donc ces anticorps là qui se baladent en bleu, et qui vont se fixer à la surface des neurones et qui vont internaliser les récepteurs. C'est-à-dire que ces récepteurs-là, transmembranaires, ces canaux transmembranaires qui sont visés par les anticorps, vont rentrer dans la cellule, vont être internalisés, donc vont plus être exprimés à la surface. Mais une fois que le traitement est fait, que les anticorps ne sont plus produits, ces récepteurs vont pouvoir être de nouveau externalisés et revenir à la surface du neurone. Il n'y a pas de destruction neuronale, c'est juste une modification de la fonction du neurone qui est transitoire. D'où l'excellent pronostic qu'il peut y avoir parfois dans ces maladies. Parce que effectivement, si ça dure trop longtemps, si c'est pas traité de manière appropriée, au bout du compte, il y aura destruction neuronale. Mais initialement, il y a juste modification de la fonction avec une internalisation des récepteurs transmembranaires dans le corps cellulaire du neurone. Donc cette internalisation est réversible lorsque les anticorps sont nettoyés. A l'inverse, les encéphalites limbiques qui sont médiés par des anticorps dirigés contre des antigènes intracellulaires, eux vont enclencher une réaction inflammatoire. Et là, vous voyez des lymphocytes T cytotoxiques qui viennent attaquer le neurone touché, malade, et qui vont le détruire au final. Donc là, on est sur des encéphalites qui sont beaucoup plus destructrices et qui vont laisser des séquelles beaucoup plus facilement. On continue de parler des encéphalites auto-immunes, mais à anticorps dirigés contre des antigènes de surface. La plupart du temps, on ne retrouve pas de trigger, donc d'événements déclenchants particuliers. Quand on en retrouve un, c'est souvent après une infection virale, après n'importe quelle infection virale, il n'y a pas de choix particulier, si ce n'est les encéphalites herpétiques qui sont pourvoyeuses derrière d'encéphalites auto-immunes, mais un banal virus, ça peut être la grippe, ça peut être
chikungunya, ça peut être n'importe quel virus, ça peut être Covid. Il y a des encéphalites qui peuvent survenir. Et puis pour les intracellulaires, donc les antigènes intracellulaires, on est plus sur des tumeurs solides qui vont exprimer ces anticorps. Ceci dit, il y a tout de même des tumeurs qui peuvent exprimer du tissu nerveux, notamment des tumeurs de tissus primitifs qui peuvent exprimer de manière anormale des protéines normalement que l'on retrouve dans le cerveau. Et le corps, pour essayer de lutter contre la tumeur, va développer des anticorps qui vont être dirigés initialement contre les protéines exprimées par la tumeur, mais qui vont se retrouver dans la circulation générale et attaquer aussi les antigènes qui se retrouvent dans le cerveau. Et donc, HSV, donc le virus de l'herpès, lui, en détruisant les neurones du cerveau, peut initier une réponse immunitaire dirigée contre les récepteurs NMDA. On considère qu'après une encéphalite herpétique, il y a à peu près 20% des patients qui vont développer une encéphalite auto-immune. Donc après une encéphalite, après un virus herpétique, il va falloir agir vite sur le système immunitaire. Donc vous voyez les armes que l'on a. Le système immunitaire, on va d'abord essayer de calmer sa conséquence inflammatoire, parce que voilà, le système immunitaire, quand il se met en route, il y a une inflammation. Donc ce sont les corticoïdes, les anti-inflammatoires forts, puissants, qui vont déjà calmer la conséquence. Et puis pour être un peu plus étiologique, on va essayer de faire disparaître ces anticorps. Et là, on a plusieurs techniques, donc des échanges plasmatiques. On va essayer de faire une espèce de dialyse qui va essayer d'épurer les anticorps malades et puis les remplacer par des anticorps de donneurs, de patients sains. Sinon, on peut aussi saturer le système immunitaire avec des immunoglobulines polyvalentes, donc des immunoglobulines aussi de donneurs, pour mettre au repos le système immunitaire qui ne va plus se sentir obligé de créer des anticorps, donc qui va calmer la réponse auto-immune. Et puis on a des médicaments un petit peu plus récents, notamment le rituximab, donc qui est un médicament qui se dirige contre les lymphocytes qui sécrètent les anticorps et qui va essayer de les détruire. Donc c'est un immunosuppresseur pour le coup, qui va être sélectif sur les lymphocytes qui fabriquent les anticorps. Donc, tous ces traitements sont partiellement efficaces suite à une encéphalite anticorps suite à une infection par HSV, pardon. Ils sont partiellement efficaces, mais par contre, on agit sur le système immunitaire sans que le virus de l'herpès ne soit réactivé. Donc on arrive quand même à faire des traitements assez précoces. Comment ça se présente, les patients qui souffrent de cette pathologie? Alors c'est une histoire qui dure en général sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est subaigu. Il y a tout de même certains sous-types d'encéphalite, notamment LGI1, là, comme je discutais tout à l'heure, qui ont une histoire qui est plus longue, plus indolente. Et puis souvent, il y a des symptômes pseudo-grippaux, donc des courbatures, une petite fièvre, etc. Dans 60% des cas. Dans quelques cas particuliers, notamment LGI1 et DPPX, donc ça ce sont les cibles des anticorps. Je vous ai dit, la plus fréquente c'était NMDA-R, mais vous voyez, CASPR2, DPPX, LGI1, tout ça ce sont des cibles qui sont plus rares mais qui existent. Et on a des tableaux cliniques qui sont un petit peu particuliers, notamment pour LGI1, où on peut avoir des crises dystoniques brachiofaciales qui sont typiques.
Ça, je pense que si vous tapez sur YouTube crise dystonique brachiofaciale et LGI1, vous trouver des vidéos qui vont montrer euh, des, euh, des patients qui ont ce genre de choses. Et puis chez des PPX, il y a des symptômes assez étonnants, là, des symptômes de diarrhée sévères, qui entraînent des pertes de poids en général, qui sont associées à ces encéphalites. Et bien souvent, c'est des patients qui vont être d'abord explorés en gastro-entérologie avant qu'on se rende compte qu'il y a un problème neurologique. Pour les encéphalites à anticorps anti-NMDAR, on a ces informations-là, donc ça touche souvent des enfants ou des jeunes adultes. Il y a un sexe ratio de 4 pour 1 en faveur des... enfin, en faveur. C'est pas vraiment en faveur, mais en tout cas, il y a 4 femmes pour un homme. C'est moins évident à partir de 45 ans. Il y a une équilibration entre les hommes et les femmes. Jusqu'à 60% des encéphalites à anticorps anti-NMDAR touchent des jeunes patientes avec un tératome ovarien. Vous savez que ces tumeurs de type tératome, c'est précisément ces tumeurs qui expriment à leur surface des protéines qui ne devraient pas se retrouver dans un ovaire. C'est du tissu qui est très peu différencié initialement. Et on peut avoir comme ça des protéines qui sont des protéines neurologiques, enfin du cerveau, et qui sont exprimées de manière anormale sur l'ovaire. Donc là, c'est là où le système immunitaire va développer des anticorps anti-NMDAR, mais qui initialement sont dirigés contre le tératome ovarien, cette tumeur-là, et qui vont se retourner contre les NMDAR du cerveau. Chez l'homme, cette association à des tumeurs est moins importante, mais il y a aussi des tumeurs testiculaires qui peuvent provoquer ça. En pédiatrie, on connaît bien cette association typique d'insomnie et de crise d'épilepsie. S'associe aussi souvent à un changement de caractère, où les enfants deviennent beaucoup plus irritables avec des crises de colère et parfois des mouvements anormaux. Donc ce tableau-là, crise d'épilepsie, insomnie, changement de caractère, est typique de l'encéphalite à anticorps anti-NMDAR et doit assez facilement être évoqué pour ensuite commencer un traitement rapide. Parce que typiquement, c'est ce genre d'encéphalite qui a un excellent pronostic. Les adolescents et les adultes se présentent plus volontiers avec des symptômes psychiatriques, où on va retrouver des délires, des hallucinations, des choses comme ça qui laissent souvent les premiers intervenants psychiatriques. Enfin des psychiatres. C'est pas toujours des neurologues qui les voient en premier, donc c'est plus compliqué comme tableau. Mais souvent, les tableaux psychiatriques sont pas non plus typiques. Ils ont la puce à l'oreille assez rapidement, les psychiatres, et on discute assez rapidement avec eux de la possibilité d'explorer une encéphalite limbique. Cette encéphalite a une progression aussi sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis les déficits s'accumulent si vous voulez. Ça peut commencer par un trouble psychiatrique, et puis après il va y avoir des troubles de la mémoire, et puis il va y avoir des mouvements anormaux comme cette dyskinésie orofaciale, des troubles de la vigilance, des crises d'épilepsie. Alors là, quand la crise d'épilepsie arrive, là le tableau il devient très clair et on sait vers où se tourner. Il peut y avoir des choses un petit peu plus difficiles à mettre en évidence, des perturbations du système nerveux autonome, qu'on appelle des dysautonomies, qui se manifestent souvent par des hypersialorées, donc c'est une production importante de bave, de salive, des hyperthermies, des fièvres qui sont pas, sans matière, on va dire, des tachycardies, enfin, etc. Tous ces éléments-là qui font que le système nerveux autonome ne fonctionne pas tout à fait normalement. La plupart des patients auront au moins un mois après le début du symptôme une combinaison de plusieurs de ces symptômes, et puis on arrive comme ça à un diagnostic neurologique. 5% seulement resteront monosymptomatiques, et ce sont ceux-là qui sont les plus compliqués à diagnostiquer. Quels examens complémentaires on fait pour ces pathologies-là? On a deux grands types d'examens complémentaires. Ceux d'imagerie, donc on va faire une IRM cérébrale qui va être anormale seulement dans 30% des cas,
Donc c'est pas évident de faire un diagnostic d'encéphalite limbique sur l'imagerie. On passe à côté hein, souvent parce que précisément il n'y a pas de destruction neuronale. Il y a juste une modification de la fonction et ça ne se voit pas donc du coup sur l'IRM. Donc souvent elle est normale, ce qui ne doit donc pas faire éliminer le diagnostic. Et puis surtout, ce qui est un élément très 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 important dans ce diagnostic-là, c'est le diagnostic biologique, où on va rechercher spécifiquement les anticorps anti-NMDAR par exemple, ou autres, hein, ou anti-LGI1, Caspre2, etc. Et quand on arrive à les détecter cela, là ça signe le diagnostic, et si on a des symptômes qui sont compatibles, on va pouvoir lancer un traitement immunomodulateur. Quand l'IRM n'est pas normal, ça peut se révéler sous différentes, de différentes façons. Donc vous voyez là sur l'image A, simplement un petit hypersignal ici, cortical, qui est unique. Bon. Là on a les noyaux gris. Donc vous voyez le noyau codé ici, et puis noyau lenticulaire. Ici, ce sont les hippocampes qui sont en hypersignal. Ici, c'est un petit peu distribué partout dans le cerveau, hein, du cortex, du sous-cortex. Là, on ne voit pas les principaux noyaux gris centraux, mais on peut imaginer qu'il y en a aussi. Ici, on le voit. Là, dans le noyau lenticulaire, noyau codé, du cortex, du sous-cortex. Bon, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs types d'imagerie différentes associés à ces encéphalites-là. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs anticorps différents, des anomalies temporales internes bilatérales sont évocatrices sur l'IRM. Faire attention si c'est que d'un seul côté, c'est étrange parce que les anticorps, quand ils se déploient dans le cerveau, ils ne choisissent pas un côté plus que l'autre, ils vont des deux côtés. Donc on cherche des diagnostics différentiels quand c'est sur un seul côté. Bon, je mets entre parenthèses œdème de crise, tumeur ou infection virale. Les autres anticorps sont souvent LGI1 ou alors les récepteurs du GABA ou AMPA. Et puis les anticorps intracellulaires, comme je vous ai dit, sont surtout paranéoplasiques. Donc là, il y en a tout un tas, HU, MA2, RI, IO, etc. etc. Les anticorps anti-GABA-A récepteurs sont très pourvoyeurs de l'entité qu'on appelle NORS. Donc NORS, c'est des initiales qui veulent dire New Onset Refractory Status Epilepticus, avec un bon accent anglais, qui veut dire en fait rien d'autre que état de mal épileptique réfractaire au traitement, donc qu'on n'arrive pas bien à contrôler et qui survient chez un patient non épileptique, comme ça. Et puis on a des tableaux aussi un peu plus compliqués d'encéphalopathie de dysautonomie et hyperexcitabilité périphérique, donc on n'est plus dans le système nerveux central, avec les anticorps anti-DPPX. Biologiquement, lorsqu'on fait une ponction lombaire et qu'on analyse le liquide céphalorachidien, on trouve souvent une pléocytose. Donc une pléocytose, ça veut dire qu'il y a des cellules du système immunitaire, donc des leucocytes, plus précisément des lymphocytes, qui se baladent dans le liquide céphalorachidien alors qu'ils ne devraient pas y être. On les retrouve aussi lors des méningites infectieuses, j'entends. Et en général, cette pléocytose lymphocytaire est modéré, donc inférieur à 100 éléments. C'est pas des réactions énormes, si vous voulez. Il n'y a pas énormément de lymphocytes qui se baladent là-dedans, la plupart du temps. Et puis même, on peut trouver, et ça c'est encore plus trompeur, des liquides céphalorachidiens normaux. Donc une IRM, un liquide céphalorachidien normal, dans les anticorps, dans les encéphalites limbiques médiés aux anticorps LGI1 et DPPX. Donc là, il faut qu'on ait des forts arguments cliniques pour pouvoir traiter. Parce que IRM et biologie, sans anomalie. Donc
il reste une part, on va dire, de diagnostic sur les symptômes qui peut déclencher un traitement. Donc c'est pas toujours un diagnostic facile, c'est ça que je veux dire. Comment ça marche? C'est quoi cette physiopathologie? On a déjà bien avancé. Je l'ai déjà dit pas mal de choses. Mais pour avoir une diapo qui fixe les idées, donc la cible antigénique est impliquée dans la plasticité synaptique et la transmission du potentiel d'action. On retrouve des tableaux similaires chez des patients génétiquement déterminés ou sous l'effet de certaines substances pharmacologiques. Typiquement, il y a tout un tas de drogues qui agissent sur le NMDA. Alors drogue, c'est pas forcément un usage récréatif, mais la kétamine notamment est une drogue anesthésiante, mais aussi récréative, qui fait développer des hallucinations, très clairement. C'est via la modulation des effets du récepteur NMDA. Donc là, pour le coup, la kétamine, elle fixe ce récepteur-là, mais elle ne l'internalise pas, elle fait juste que bloquer sa fonction pendant un certain temps, le temps que la drogue soit nettoyée. Le trigger, donc l'élément déclenchant, est toujours non complètement connu. Deux hypothèses sans pouvoir expliquer beaucoup de situations. Des antigènes qui sont relargués suite à une destruction neuronale par un virus. Donc ça, c'est le cas typique de l'infection à herpès, au virus de l'herpès, l'encéphalite herpétique. Rien à voir l'herpès labial ou génital, qui ne va pas particulièrement être un facteur de risque de développer une encéphalite limbique. Même pas du tout. Ça n'a rien à voir, même si c'est le même virus. Par contre, lorsque on a ce virus qui se réactive dans le cerveau, il détruit des neurones, et en détruisant, tout le matériel cellulaire est relargué dans la circulation, dont les récepteurs NMDA qui vont rencontrer les cellules du système immunitaire et qui vont se développer qui vont développer des anticorps qui vont être dirigés contre ce récepteur et qui vont se retourner contre les récepteurs NMDA qui restent fonctionnels dans le cerveau. Et puis, dans le cas particulier donc, de ces récepteurs NMDA, les cellules B mémoire traversent la barrière encéphalique, hémato-encéphalique, où ils sont restimulés pour enfin se multiplier, se différencier en plasmocytes. Ça, c'est du fonctionnement du système immunitaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les anticorps qui traversent la barrière hémato-encéphalique, mais les lymphocytes B mémoire qui rentrent dans qui passent la barrière hémato-encéphalique et qui vont se réactiver in situ et recréer des anticorps directement intra-téco. La pathogénie est directe pour les anticorps. Ces anticorps-là ont une pathogénie directe sur les cultures de neurones, donc on voit qu'ils sont impliqués dans la maladie de manière indubitable. Il y a donc le blocage de la fonction des récepteurs. Je vous ai parlé d'internalisation. Il y a un autre aussi phénomène qui s'appelle le cross-linking, c'est-à-dire que des récepteurs qui sont censés être indépendants vont être fixés par le même anticorps et donc empêcher leur fonction. Donc c'est ça le cross-linking. On n'a pas de preuve en faveur d'une intervention du complément, c'est-à-dire que contrairement au moment où les neurones sont détruits, là il n'y a pas de réaction de destruction. Le complément il sert à ça, il sert à détruire les cibles des anticorps. Et puis les modèles murins donc, de souris dans lesquels on révèle une symptomatologie de troubles cognitifs, d'anédonie et de syndrome dépressif, ont fini de nous convaincre que ce sont les anticorps en eux-mêmes qui font la maladie. Parce que c'est pas toujours évident. Quand on retrouve des anticorps, on n'est pas certain que ce soit les anticorps on n'est pas toujours certain que ce soit les anticorps qui fassent la maladie, mais dans ce cas précis, oui, comme dans par exemple la myasthénie, où on sait que ce sont les anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine qui font la maladie. Mais par exemple dans le lupus, on retrouve certains types d'anticorps, mais qui ne sont pas directement impliqués dans
les lésions. Par exemple de la peau, les anticorps qu'on retrouve dans le lupus ne sont pas responsables directement des lésions de la peau du lupus. Bon bref, vous m'avez compris. Donc le traitement, vous avez compris, l'immunothérapie au premier plan, et puis si on a trouvé un trigger, faut traiter le trigger, évidemment. Donc les échanges plasmatiques, là, Plasmex, c'est ça, Plasma Exchange, et les immunoglobulines intraveineuses sont généralement utilisées en première intention, mais moins efficaces que, par exemple, dans d'autres maladies auto-immunes comme la myasthénie. Parce que la plupart du temps, comme vous avez compris juste avant, c'est une synthèse intratécale, donc à l'intérieur des méninges, des immunoglobulines, et donc on peut pas des immunoglobulines, pardon, des anticorps. Donc on peut apporter ou échanger du plasma, vu que les lymphocytes mémoire ont traversé la barrière hémato-encéphalique et sont maintenant dans le système nerveux central. Ces médicaments-là sont moins efficaces parce que eux ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Les corticoïdes aussi en anti-inflammatoire. Et puis en deuxième ligne, c'est là où arrive le rituximab, donc ce traitement un peu ciblé sur les lymphocytes qui produisent les anticorps, enfin qui vont se différencier en lymphocytes producteurs d'anticorps, en plasmocytes. Et puis le cyclophosphamide, donc qui est un autre traitement, mais qui est lui une chimiothérapie beaucoup plus ancienne et généraliste, on va dire, et qui fait pas trop de détails dans le système immunitaire. C'est vraiment un immunosuppresseur. Donc là, c'est pas ciblé sur les lymphocytes CD20 comme le rituximab, mais va être beaucoup plus large, va détruire beaucoup plus de cellules du système immunitaire. Bon, peu importe ça, attention aux neuroleptiques, le risque de syndrome malin est plus important, c'est pas très intéressant. Le pronostic est beaucoup plus intéressant. Dans le cadre des encéphalites limbiques médiées par les anticorps anti-NMDAR, 53% d'amélioration au bout d'un mois, 81% de récupération complète ou quasi complète à 24 mois. Donc 2 ans après, il y a beaucoup de patients qui sont guéris, qui sont redevenus normaux, alors qu'ils avaient des symptômes extrêmement bruyants initialement. LGI1 en général répond un petit peu plus vite. Seulement par contre 70% de récupération complète à 24 mois. Bon, c'est pas mal quand même. Et puis les autres, qui sont souvent associés à des cancers et avec des anticorps qui vont s'attaquer plutôt aux protéines intérieures du neurone et donc provoquer leur destruction, souvent ont un moins bon pronostic. Quelques rechutes quand même, 12 à 35% des cas, jusqu'à plusieurs années après le premier événement, mais ça c'est complètement anecdotique. Souvent c'est dans l'année qui suit la découverte de la maladie. Le pronostic pour les encéphalites qui sont médiés par des anticorps paranéoplasiques dépend aussi évidemment du traitement du cancer. Ça, c'est une diapositive récapitulative des différents anticorps que l'on peut trouver dans les encéphalites limbiques. Donc à gauche, les anticorps intracellulaires, donc qui sont destructeurs et qui sont paranéoplasiques, la plupart du temps. Au milieu, les anticorps membranaires, les anticorps de surface. C'est là où on retrouve NMDAR, VGKC. Alors VGKC, il y a LGI1 dedans. C'est un sous-type de VGKC. Et puis anti-AMPA, mais il y en a d'autres maintenant, on sait tout ça. Et puis il y a aussi des encéphalites séronégatives. Je vous ai dit, on ne trouve rien dans le LCR, rien sur l'IRM, etc. Bon, vous voyez, il y a des petites choses qui sont décrites en dessous, notamment pour l'encéphalite à anticorps anti-NMDAR, la recherche d'un tératome ovarien. Et puis ensuite, les traitements immunomodulateurs. Et puis les autres, notamment pour les intracellulaires anti-HU, CV2, etc. Un cancer doit être mis en évidence dans les 8 jours et traité.
Et puis ensuite, vous voyez, là aussi, il y a des traitements spécifiques, donc plutôt chimiothérapie de type cyclophosphamide, etc., etc. Enfin, on arrive sur la fin de la présentation et on va parler d'une autre pathologie qui touche le système limbique, c'est l'épilepsie temporale. Pourquoi on en parle? Parce que c'est une épilepsie qui est assez fréquente. D'ailleurs, c'est l'épilepsie focale, contrairement aux épilepsies généralisées, la plus fréquente de l'adulte. Il faut faire le distinguo entre l'épilepsie mésio-temporale, donc qui est plutôt temporale interne et qui touche les structures limbiques que sont l'amygdale et l'hippocampe, plutôt que l'épilepsie latérotemporale qui est plutôt corticale, néocorticale en tout cas. L'épilepsie mésio-temporale provoque des crises stéréotypées. Qui développe une épilepsie mésio-temporale. Alors ça peut arriver sans antécédent, mais ça arrive aussi typiquement chez des patients qui ont fait des crises fébriles dans la petite enfance. Vous savez, hein, c'est lors des élévations de température assez brutales chez les enfants, enfin des élévations brutales ou qui sont fortes, des fortes fièvres. Chez les petits-enfants, chez les nourrissons, il peut y avoir des crises d'épilepsie qui se déclenchent, alors que l'enfant n'est pas épileptique. La plupart du temps, il n'y a pas d'épilepsie secondaire qui va se développer, mais parfois, il y a une épilepsie mésio-temporale qui va suivre à l'âge adulte. Les crises d'épilepsie sont en rapport avec une désorganisation des structures temporales internes temporaires pendant la crise, et parfois fixé lorsqu'il y a des éléments de type sclérose hippocampique. Typiquement, l'examen neurologique intercritique est normal, donc entre les crises, il n'y a rien. Mais par contre, au bilan neuropsychologique, on retrouve des choses. Des troubles de la mémoire, des troubles des affects. En fait, tout ce qui touche amygdale, hippocampe. Maintenant, vous savez reconnaître les symptômes amygdaliens et hippocampiques. À l'IRM, à l'imagerie, on peut retrouver une atrophie, un hypersignal T2, on s'en fiche, d'un hippocampe. Donc là, vous voyez sur l'image de droite, le cercle bleu là nous montre un hypersignal. Donc bon, c'est discret, hein, mais c'est discret. C'est pas si discret que ça saute aux yeux, mais il faut savoir voir des IRM, quoi. Mais vous voyez quand même que le corps de l'hippocampe là est plus intense, plus blanc que le contralatéral. Et puis lorsqu'on va regarder ça sous microscope, une fois qu'on a pu faire une nécropsie, quand le patient est mort, il faut se rendre compte qu'il y a une sclérose, donc une destruction de l'hippocampe. Les crises d'épilepsie mésio-temporale débutent souvent par une aura, donc par une espèce de sensation, souvent épigastrique, donc au niveau de l'abdomen, ascendante. C'est une espèce de boule d'angoisse en fait, qui remonte comme ça. Des troubles émotionnels, donc une anxiété, une peur. Les patients décrivent aussi souvent un état onirique, un état de rêve, comme s'ils se détachaient de la réalité. Et puis, parlent aussi souvent des déjà-vus, déjà vécus. Alors, cette notion-là de déjà vu, déjà vécu, elle est intéressante parce que l'hippocampe, elle est au cœur de la fonction mémorielle antérograde. Et donc vous voyez que lorsque ça bug là-dedans, on peut avoir la sensation qu'en fait c'est déjà un souvenir, ce qu'on est en train de vivre, alors que non, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Alors, vous avez compris tout à l'heure les liens qu'il y avait forts entre système limbique et système nerveux autonome, donc végétatif. On a donc, au cours des crises d'épilepsie mésio-temporale, aussi des signes végétatifs, rougeur, pâleur, mydriase, myosis, chaleur, tout ce genre de choses-là peuvent apparaître pendant les crises d'épilepsie mésio-temporale.
En général, ça débute comme ça, et puis arrive un moment où il y a une rupture de contact, où le regard peut se fixer, où on peut avoir des automatismes oro-alimentaires, on peut se frotter le nez, avoir des gestes d'émiettement. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça, des automatismes qui peuvent apparaître secondairement. Et puis, comme toute crise d'épilepsie, ça s'arrête, et quand ça s'arrête, bah, on revient assez rapidement à son état antérieur. C'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare que ces crises d'épilepsie-là généralisent. C'est-à-dire qu'elles restent souvent elles restent partielles, elles n'impliquent pas ensuite tout le cerveau, il n'y a pas de convulsion, quoi. Euh, En termes de fréquence de crise, souvent ces épileptiques-là ont plusieurs crises par mois dans la journée. Ce n'est pas des patients qui font des crises la nuit en général. Ils font assez peu d'état de mal. On retrouve les facteurs déclenchants habituels des crises d'épilepsie. Par contre, elles sont souvent difficiles à traiter, pharmacorésistantes. Ce pourquoi elles sont souvent traitées chirurgicalement. Et vous voyez sur l'IRM là un traitement chirurgical où on a enlevé la partie antérieure du lobe temporal qui était responsable de l'épilepsie. C'est ce qui s'est passé avec Henri Molaison, sauf qu'on lui a enlevé les deux. Donc là, ça marche moins bien. Là, chez ce patient qui a été opéré, il a été opéré parce que on a pu faire tous les tests neuropsychologiques avant qui nous disaient qu'on pouvait enlever un lobe temporal sans trop impacter sa cognition, sa mémoire, etc. L'autre côté prend le relais. Il l'a même pris avant, parce que s'il n'y a pas d'épilepsie développée dans l'autre lobe temporal, la plasticité cérébrale fait que le lobe temporal contralatéral prend en tout cas tout ou partie de la fonction du lobe temporal malade. Et on arrive quand même à des bons résultats puisque plus de 3 quarts des patients sont libres de crise après cette chirurgie. Donc on peut même arrêter les médicaments chez certains. Allez, en conclusion, sur ce long cours sur le système limbique, retenez cette notion importante d'interface entre le tronc cérébral, donc, qui est le siège des fonctions végétatives rapides, l'hypothalamus qui modifie le corps, on va dire, via le système hormonal, et le néocortex, donc, qui est le cortex le plus développé. C'est une structure d'interaction entre tout ça. C'est hyper important d'être convaincu du fait que c'est une interface d'échange. Il y a des implications physiologiques qui sont multiples, on les a bien vues. Et puis les mots clés de sa fonction, c'est émotion, comportement, motivation et mémoire. Et lorsqu'on a des pathologies spécifiques qui touchent le système limbique, on se retrouve avec des symptômes psycho-cognitifs. Voilà, c'est terminé pour le système limbique. Donc c'est un gros morceau. C'est pas évident de bien se représenter ce que c'est. J'espère que ça a contribué à vous éclairer davantage si besoin était. Je vous remercie et puis on se retrouve pour le prochain cours bientôt. Merci.